Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et bien sûr c'est le bilan de l'automne. On est fin décembre, début janvier, plus début janvier normalement parce qu'il y aura la vidéo top manga 2024, mais ça y est, on fait le petit bilan de mes lectures, donc découverte / manga terminé de octobre à décembre, donc ça fait 3 mois, octobre, novembre, décembre, parce que oui, il y a des petits malins qui me disent mais pourquoi ça se termine à tel ou tel mois, c'est pas normal. Alors je vous rappelle qu'il y a 12 mois dans une année et que des trimestres ça se coupe en 3, donc janvier, février, mars ça fait hiver, avril, mai, juin ça fait printemps, juillet, août, septembre, ça fait été, et octobre, novembre, décembre, ça fait tout simplement automne. Voilà, sachant que en plus les changements de saison arrivent en plein milieu de mois. Genre par exemple la saison d'hiver n'arrive que mi-décembre. La saison de printemps arrive que mi-mars. Donc je vais pas m'amuser à prendre les moitiés de mois, je vais faire un mois plein, basta, et on s'arrête là. Bref. Voilà un petit peu pour cette mise en avant. Donc bien sûr, de quoi est-ce qu'on va parler? Des mangas que j'ai terminés, des mangas que j'ai découverts sur cette période-là. Il y en a quelques-uns que j'ai prévu de terminer, il y en a quelques-uns qui m'attendent pour que je les lise, il y en a que je vais découvrir, bien sûr. Donc voilà, peut-être quelques nouveautés, il n'y aura pas que des mangas, voilà. Il y aura de la BD et du comics de sûr, en plus, parce que il faut que je termine ce qu'on m'a prêté. J'ai un manga que j'ai acheté qui parle de musique, qui est de la BD. Enfin bref, on va commencer tout ça, on va découvrir un petit peu tout ça. Puis voilà, parce qu'il y a comme d'habitude beaucoup de mangas à traiter, beaucoup de mangas à voir, et au moins ça vous fait découvrir des mangas en plus, tout simplement. Ok, alors là ça va être une découverte manga, une petite pépite. Je crois qu'en plus c'est la première découverte manga du trimestre, parce que j'en ai terminé beaucoup pour le moment, mais j'en ai pas découvert beaucoup. Enfin bref, c'est Kindergarten Wars. Alors j'avais lu les chapitres disponibles sur Manga Plus avant que ce soit retiré, sauf les 3 premiers et les 3 derniers, suite à la parution du coup en France. C'est Kiyun qui les publie. Et de quoi ça parle? Alors on va tout simplement suivre l'histoire de Rita, qui est une tueuse légendaire, mais qui va se retrouver à devenir prof dans la Kindergarten Black, donc une maternelle assez spéciale parce que seuls les enfants des élites, donc présidents, chanteurs, etc., se retrouvent dedans. Les profs sont tous d'anciens criminels qui vont devoir les protéger en échange d'une remise de peine. Rita est assez spéciale parmi ces profs-là parce que c'est une obsédée de l'amour. Elle veut trouver son futur mari, elle veut tomber amoureuse, et pour ça, elle va questionner tout simplement les tueurs qui arrivent de manière assez bizarre. Sachant qu'il y a 2 résultats possibles. Soit suite à ce questionnaire-là, elle a les réponses qu'elle veut et l'assassin survit, soit il finit 6 pieds sous terre. Bref, pas très joyeux. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces 3 tomes-là, sachant que au moment où je tourne, il y a 5 tomes de disponibles et il faut que j'achète la suite, mais c'est un manga que j'ai aimé. Malgré tout, c'est un manga qui prend du temps dans sa mise en place. C'est un manga qui va prendre en fait 2 tomes d'introduction, 2 tomes où on va juste parler de l'univers, mettre en place l'univers, mettre en place les personnages. Alors oui, on a un peu le background de certains personnages, on a un petit peu les personnalités et les envies de certains personnages, mais rien de folichon, rien de très important à certains détails près, mais voilà, faut attendre le 2e tome et surtout la fin du 2e tome, donc en vrai de vrai plus le 3e tome, pour avoir l'intrigue principale, le fil rouge principal, et une fois qu'il y est, ça pète, ça y va, on s'arrête pas. C'est là où je me dis en fait, s'il aurait concilié la présentation, la mise en place de l'univers, etc. en même temps que le fil rouge, il aurait pu gagner quand même 2 tomes, n'empêche. Donc bon, c'est assez dommage, mais c'est pas très grave. Le manga va mettre aussi une espèce de rédemption. Alors je m'explique. Une rédemption parce que tout simplement, les profs sont des criminels, soit ce sont d'anciens escrocs, soit d'anciens tueurs, soit d'anciens soldats, etc. Et bien sûr, c'est des gens qui ont passé leur vie à tuer. Et du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent à sauver des vies. Donc vraiment, ils sont dans une opposition de leur vie où ils ont tué toute leur vie et maintenant ils sauvent les gens. Que ça va créer une espèce de rédemption déjà très
très rapidement dans le manga. Est-ce que cette rédemption aura une finalité ou pas? Ça va falloir que je le découvre avec la suite, mais peut-être que ça va créer une espèce de déclic en eux qui peut être vraiment très intéressant. Sinon, regardez bien ces couvertures. Vous voyez, les dessins ont l'air très mignons, très enfantins. Je vous interdis à le donner à des enfants. Très clairement, je vous le dis très honnêtement, ce n'est pas un manga à donner à des enfants. On est extrêmement explicite sur tout ce qui est meurtre, sur tout ce qui est découpage de crâne, sur tout ce qui est balles dans les crânes, découpage de tête, etc. Enfin bref, on est explicite sur le meurtre. Donc là-dessus, je ne le conseille pas aux plus jeunes. Très clairement, à partir de 15-16 ans, oui. Avant, non. Parce que vraiment, quand tu vois ces dessins-là, en fait, tu as envie de le donner à un enfant de 10-11 ans, voire même parfois 8 ans. Hein. Il y a vraiment plein de phases assez chibi, enfin, on mignonnerise, ça ne veut rien dire, mais on va rendre mignon un petit peu les dessins, etc. Mais non, c'est pas un manga à donner entre les mains des plus jeunes. Mais sinon, je vous conseille de le lire parce que vraiment, il est génial et que c'est vraiment une pépite à avoir, hein, une pépite qui est sortie cette année de 2024. Donc, je le conseille quand même malgré tout. Ok, alors on va continuer avec un manga qui va rappeler notre enfance. Ça va nous rappeler notre enfance, oui, mais c'est quand même vachement différent. Bref, j'ai tout simplement commencé Yu-Gi-Oh! Enfin, j'ai acheté les tomes pour l'anniversaire de mon meilleur pote, coucou Sofiane. Avant de les lui passer, je les ai perquisitionnés pour la vidéo, je vais pas vous mentir, j'avais trop envie de les lire. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je les ai pris, je les ai lus, et je lui donnerai quand ça sera son anniversaire, il n'y a pas de galère. Enfin bref, de toute façon ça sera déjà passé quand la vidéo elle sortira, donc tranquille, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il ne le saura pas, si je veux lui dire quand même. Alors Yu-Gi-Oh! De quoi ça parle? Alors, c'est légèrement différent de l'anime, mais en gros, bien sûr, on va suivre l'histoire de Yugi, qui est un adolescent qui vit avec son grand-père, qui possède tout simplement un magasin de jeux vidéo. Celui-ci va tout simplement lui offrir un puzzle millénaire que personne n'a réussi à terminer. C'est pour ça qu'on dit qu'il possède un certain secret. Cependant, Yugi, lui, va y arriver. Il va reconstituer ce puzzle et en fait, il va découvrir un terrible secret. Le découvrir, pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va réveiller en lui une mystérieuse double personnalité. Une double personnalité qui déteste les injustices et qui va du coup les combattre avec des jeux. Yugi ne s'en apercevra pas de cette double personnalité, mais du coup, Yugi va-t-il s'apercevoir de cette double personnalité? Ça va falloir lire Yu-Gi-Oh! Du coup, les 2 premiers tomes. Je savais que le manga était beaucoup plus sombre que l'anime, c'était pas une surprise pour moi, mais je m'attendais pas quand même à ce point-là, dans le sens où Yami Yugi, par exemple, est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mystérieux et il est beaucoup moins clément que dans l'anime. Bah, tout simplement, son grand-père, par exemple, qui est tout gentil, tout bienveillant dans l'anime, bah, dans le manga, il est beaucoup plus vénal et il est beaucoup moins bienveillant. Alors, je dis pas qu'il n'est pas bienveillant, mais il est beaucoup moins que dans l'anime. Par exemple, l'histoire de l'Égypte, quelque chose qu'on connaît via les pièces du Millennium, que ce soit la balance du Millennium, que ce soit la clé du Millennium, que ce soit le puzzle du Millennium, enfin tout ça, bah toute cette histoire-là, on y a accès dans le manga. Alors ça vient un peu tardivement, mais ça arrive. Et ça permet de nous rattacher un petit peu avec ce qu'on a connu dans l'anime, mais ça reste beaucoup plus sombre, encore une fois, vraiment. Ça a des proportions beaucoup plus sombres que l'anime n'a pas, en fait. Et pour tous ceux qui attendent le jeu de cartes, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il faut attendre un petit peu pour avoir le jeu de cartes, parce qu'il arrive bien plus tard, et encore, il n'arrive pas tout de suite d'un coup comme ça. On va nous l'introduire, et on va un petit peu zapper les cartes. Je pense que ça, au moment où ils ont compris que ça avait bien marché, que c'était le chapitre qui avait grave bien fonctionné, qui pouvait en faire du marketing derrière, qui se sont dit on va passer au jeu de cartes. Mais du coup, on va vraiment explorer différents jeux, différentes façons de s'amuser, enfin de s'amuser. Ça reste très sombre, donc on s'amuse pas réellement, on met plutôt sa vie en jeu, mais c'est encore autre chose. Mais voilà. C'est un côté de Yu-Gi-Oh! Qu'on ne connaît pas via l'anime. En plus de ça, du coup, bah, on parle de tout ça dans la saison 0. C'est saison 0 qui n'est absolument pas sortie en France. Donc, si vous voulez découvrir,
essayer de chercher la saison 0 parce que là du coup pour le coup on va vraiment parler du début du manga qui n'a encore une fois rien à voir avec l'anime, hein. L'anime est vraiment mignon comparé au manga et d'ailleurs pour revenir à l'anime aussi, tous ceux qui ont vu l'anime vous allez être perturbés parce que on n'a plus les noms français. Vous savez, il y a eu cette mode où en Europe on a vraiment occidentalisé les prénoms, du coup tous les Joey, tous les Tristan, tous les Théa, etc. On ne les a plus. Bon, heureusement Yugi et Kaiba ont gardé leur nom, mais sinon le reste on a perdu leur nom, enfin on a leur nom japonais, donc leur nom original, et j'avoue que c'est un peu perturbant au début, sans vous mentir. Bref, concrètement, si vous voulez offrir Yu-Gi-Oh en manga à vos gamins, c'est un nom, ça reste assez bresson, c'est pas pour les plus jeunes, 13-14 ans je pense. Ça peut aller, sinon non. Ça n'a strictement rien à voir avec le dessin animé, qui est vraiment plus pour un public de 8, 9 ans, voire peut-être un peu moins, les 7 ans, 6-7 ans. Mais avant 13 ans, je ne conseille pas les Yu-Gi-Oh, on va pas se mentir. C'est vraiment des thématiques plus sombres, plus matures, c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au manga, enfin par rapport à l'anime, qui une fois en fait que t'es habitué à l'anime, t'es quand même vachement perturbé avec le manga. Je dis pas qu'il est mauvais, au contraire, il est très bon, mais voilà, faut rester cohérent. Si des gamins de 6-7 ans peuvent voir l'anime, des gamins de 6-7 ans ne peuvent pas lire le manga. Faut être honnête là-dessus. Que j'ai commencé, c'est Partner 2.0. Alors, de quoi ça parle très rapidement? On va suivre l'histoire de deux personnes qui étaient chacun dans leur couple. Donc, on a Murata qui était un jeune garçon, enfin un jeune homme, qui était en couple avec une meuf qui contrôlait toute sa vie. Et on avait Tomoka qui, elle, est une jeune femme qui était totalement empressée, vraiment. Elle avait tout le temps son mec sur ses côtes. Ils vont finir par se rencontrer parce qu'au final, ils appartiennent à la même guilde dans un jeu vidéo. Réunion de guilde IRL dans un resto, si je dis pas de bêtises. Ils vont discuter, machin et tout, parce que c'est les deux seuls qui ne sont plus intéressés par l'amour, étant donné qu'ils ont quitté leurs partenaires respectifs. Et de fil en aiguille, ils vont apprendre à se connaître et avoir une relation beaucoup plus charnelle que amoureuse. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, en soi, j'attends de voir la suite, parce que je trouve ça vachement intéressant dans le sens où on voit les limites de l'engagement. Les deux se sont engagés, les deux ont essayé d'avoir une relation de couple dite normale, dite traditionnelle, mais ça n'a pas marché. Ils ont été déçus parce qu'ils se sont pas sentis à leur place, ils se sont pas sentis à l'aise, etc. Et au lieu de s'engager encore à nouveau avec une nouvelle personne, ils se sont dit, kiffons la vie, kiffons-nous, et on verra où ça viendra en fait. Et on va justement démocratiser un petit peu le plaisir charnel, Yvon Ken quoi, plutôt que les relations traditionnelles avec de l'engagement. Puis en plus de ça, on va voir l'écart de vision dans un couple. Parce que oui, peut-être qu'au début, ils étaient tout contents, ils étaient dans une relation, ils voyaient tous les deux la même chose, etc. dans leur relation, même vision et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, s'il y a eu séparation, c'est que il y a eu quelque chose qui allait pas. Et là, on est totalement dans le truc de les attentes n'étaient plus les mêmes, la façon de voir le couple était plus la même, ce qui a causé la fin du couple tout simplement. Puis du coup, on voit aussi les limites de chacun dans un couple, etc. Enfin, on met vraiment en cause la relation dite traditionnelle d'un couple. Maintenant, encore une fois, à voir ce que ça va donner avec le temps, parce que ce n'est que le premier tome, c'est pas suffisant. Ok, encore une nouvelle découverte, c'est tout simplement Shine des éditions Nobinobi. Et de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de comment qu'elle s'appelle déjà. Elle s'appelle Shiyuki, voilà. Son rêve, c'est de devenir top modèle, de devenir mannequin et notamment de défiler à la Fashion Week de Paris en tant que modèle. Le souci, c'est qu'elle fait 1m58, loin des standards des mannequins. Elle va également rencontrer, comment il s'appelle lui aussi, Ikuto, un jeune garçon qui est dans sa classe et qui lui par contre veut devenir styliste. Le souci c'est qu'il n'a pas d'oseille. Donc si t'as pas d'oseille et que tu veux devenir styliste, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire pour réussir à affronter tout ça et réaliser leur rêve? Faut lire Shine. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ça super intéressant parce que ce soit en tant que modèle ou en tant que styliste, il y a vraiment des standards. Et si tu n'as pas ces standards, donc pour être mannequin, il faut être hyper élancé, hyper grande, tu vois, généralement c'est des mannequins d'1m75 minimum, voire 1m80 minimum, donc il faut vraiment être grande. Pour les stylistes, il faut avoir fait une école de design ou une école de mode. Si tu ne les as pas fait, c'est compliqué d'entrer dans le monde de la mode en tant que styliste. Et justement, on va voir que malgré tout ça, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas laisser tomber et ils vont essayer de s'affranchir de tout ça. Ils vont essayer de vraiment, par un détour quelconque, essayer de réellement réussir
à atteindre leurs rêves et c'est ça qui est vachement intéressant. Bon, en plus de ça, tu les vois s'habiller dans le manga, tu te dis putain t'es un clochard gars, tu sais pas t'habiller. Donc déjà, petite frustration, mais encore ça va. Petit point que j'ai vraiment adoré avec l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, mais c'est le travail qui a été apporté. Je sais pas si c'est parce que c'est un ou une passionnée de mode ou parce qu'il a fait un travail de fou de recherche ou les deux, mais en tout cas, il a vraiment mis les moyens pour apporter le plus de détails, le plus de précision possible, que ce soit dans le manga en tant que tel, donc dans le fond, dans l'histoire, etc., que dans les pages annexes, dans les pages d'information, pour vraiment t'expliquer c'est quoi la Fashion Week, c'est quoi le stylisme, ce que c'est qu'être modèle, etc. Enfin, vraiment d'expliquer de A à Z les différents termes dits techniques et l'histoire, parce que la Fashion Week, ça a une histoire, la mode a une histoire, oui, on n'en parle pas assez, mais tout comme l'histoire de l'art, il y a l'histoire de la musique, il y a l'histoire de la mode, il y a l'histoire de l'architecture, etc. Bref, ça a une histoire et il va tenter d'expliquer tout ça, ou elle va tenter d'expliquer tout ça. Mais c'est vachement intéressant et franchement, pareil, j'ai lu qu'un seul tome, mais ça vaut le coup, j'ai vraiment kiffé et honnêtement, j'attends de voir s'il n'y a pas de... J'allais dire s'il n'y a pas de deuxième tome, bien sûr il y a un deuxième tome, mais si je peux pas acquérir ce deuxième tome, parce qu'encore une fois, c'est un manga qui m'a été prêté, donc si je peux l'avoir, c'est bénef, parce que franchement, j'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de savoir la suite en fait. Autre découverte manga, et je pense que celle-là, c'est l'une de mes préférées, et je vais pas vous mentir, c'est le fantôme de l'opéra. Alors, de quoi ça parle? On est tout simplement à Paris au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, et notamment dans l'opéra de Paris. Et en gros, on va suivre l'histoire de Christine, qui est une chanteuse dans l'opéra de Paris, mais généralement, elle fait un petit peu ce qu'on appelle les chœurs. C'était pas réellement les chœurs, mais je vulgarise un maximum. Et par le hasard des choses, par une occasion, elle va devoir être la diva, donc la chanteuse principale. Cependant, depuis qu'elle a perdu son père, donc pilier familial et musical, parce que c'était un violoniste reconnu de renom, elle va avoir du mal à chanter solo en public. Du coup, va falloir trouver une solution, et c'est là où elle va rencontrer Monsieur F, le fameux fantôme de l'opéra, qui va tout simplement lui donner des cours de musique, de chant, etc. pour qu'elle soit de plus en plus à l'aise. À savoir aussi et à noter, c'est un manga tiré du roman de Gaston Leroux, du même nom, donc le fantôme de l'opéra. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, avant de commencer, comme je l'ai dit, c'est une adaptation. Est-ce que c'est une copie pour autant? Non, pas du tout. Donc comme c'est une adaptation, on va avoir les éléments principaux, ce qui est normal, mais c'est dit par l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas. Là où je veux en venir, c'est que il l'a dit lui-même que il va quand même apporter un développement différent pour les personnages, il va vraiment essayer d'apporter sa petite touche, sa petite patte, et ça peut être vachement intéressant. Maintenant, est-ce que le manga m'a donné envie de lire le roman? Totalement. J'ai vraiment envie de découvrir le roman alors qu'il n'y a qu'un tome. Donc déjà, le but du manga également, qui est malgré tout de remettre en avant le roman, ça a marché. Bon, est-ce que je vais le faire? Je sais pas, mais je pense et je songe réellement à m'acheter le roman. Bref, maintenant pour parler vraiment du manga. On va parler vite fait du vocabulaire parce que j'ai vraiment envie de parler de l'opéra en tant que tel à la fin parce que j'ai vraiment envie de développer ça, mais en termes de vocabulaire, vous savez, j'en ai beaucoup parlé sur les récits de musique, etc. parce que ça reste quand même ma spécialité, mon domaine, là où j'excelle entre guillemets le plus, d'abord avec des gros guillemets. Le vocabulaire, même moi j'ai pas énormément de vocabulaire d'opéra. J'ai joué dans 2-3 opéras et encore c'était vraiment que l'orchestre. Donc j'ai pas vraiment tout ce truc de vocabulaire de l'opéra, de cette habitude, etc. En plus c'était un orchestre à cordes amateur, donc vraiment c'était pas dans un contexte professionnel. Donc il me manque beaucoup de vocabulaire là-dedans, malgré que j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. Pour autant, on n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé, il me semble, sur TikTok, et je vais en parler d'ailleurs sur mon podcast, donc les concerts d'Altiste, sur la chaîne YouTube Altiste Podcast et sur Spotify Altiste Brook. Concert de Brook plutôt, pas concert d'Altiste. Bref, je m'excuse. Mais j'ai un problème avec les définitions dans les mangas de musique, c'est soit c'est écrit en très petit à côté de la case, soit il y a un glossaire à la fin, et tu es obligé d'aller voir le glossaire, etc. pour vraiment avoir ta définition. Mais du coup, ça te coupe dans ta lecture, etc. Ce qui est dommage. Là, du coup, pour le fantôme de l'opéra, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris des termes et ils les ont définis en fait dans des petites cases. Je vais essayer de vous en retrouver une directement sur les planches. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Faudrait que je vous en trouve une. Je sais que ça a été fait très rapidement pour le terme diva, mais il faut juste que je le retrouve.
Voilà, je sais pas si on voit, mais sur cette planche par exemple, il y a une petite case avec justement la définition de ce que c'est qu'un récitatif. Je vais pas vous le définir là maintenant parce que ça n'a aucun intérêt, mais ça j'ai trouvé ça super intéressant, super bien fait, et ça te coupe pas dans ta lecture. Personnellement, moi ça ne me l'a pas coupé. Maintenant, en termes de légende urbaine, on utilise une légende urbaine qui est le fantôme de l'opéra. Alors, est-ce que c'est une réelle légende urbaine ou pas qui existe dans notre monde? Je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner un peu plus là-dessus parce que ça m'intéresse. En tout cas, dans l'univers du roman, dans l'univers du manga, c'est une légende urbaine qui existe. Et je trouve intéressant que il y a cette ambiguïté où même si on sait que cette légende urbaine existe, on sait qui est potentiellement le fantôme de l'opéra dès le début, on se pose quand même l'existence de est-ce qu'il existe réellement ou pas, est-ce que c'est réellement un fantôme ou pas. Et on va jouer là-dessus parce que on voit qu'à des moments elle peut le toucher, d'autres non, enfin c'est possible de le toucher qu'à travers des vêtements, etc. C'est vachement compliqué parce que quand t'es un fantôme, t'es pas censé pouvoir toucher quelqu'un, qui soit habillé ou non. C'est vachement intriguant, c'est vachement intéressant et j'ai hâte de voir comment tout ça, ça va évoluer. Maintenant, pour l'opéra, c'est quelque chose d'important dans le manga puisque tout se passe dans un opéra, c'est un petit peu la base du manga. Pour beaucoup, l'opéra, c'est un style musical obsolète. C'est un style musical qui est dépassé, qui ne vaut pas le coup, etc., etc. Enfin bref, on connaît les arguments et pour beaucoup, l'opéra, c'est juste bien chanté. Sauf que moi, je savais que non et le manga nous remet concrètement l'opéra à sa place. L'opéra, c'est plus que du chant. L'opéra, c'est du chant avec beaucoup d'acting, enveloppé de danse, donc de ballet et de musique, via un orchestre. Parce que oui, il y a le chœur, les chanteurs, plus le chanteur principal, donc la diva, et je sais plus comment on appelle le chanteur principal par contre, cela chante. Mais nos deux personnages principaux, donc nos deux chanteurs, la chanteuse ou le chanteur principal, doivent jouer un rôle. Ils doivent pouvoir jouer un rôle, donc faire de l'acting en même temps qu'ils chantent. Et en plus de ça, ils racontent une histoire. Vraiment, l'opéra, c'est une histoire. On te parle de la vie, des sentiments de la vie, que ce soit la joie, la tristesse, la peur, la jalousie, l'amour, la trahison, le bonheur. Tout ça, ce sont des sentiments racontés au travers d'une histoire qui est chantée par le chanteur ou par la chanteuse. Et c'est super important parce que si tu n'apportes pas cette puissance vocale, si tu n'apportes pas cette puissance liée au sentiment, tu n'as pas l'essence même de l'opéra. Quand tu écoutes de l'opéra sérieusement et pas pour te foutre de sa gueule, t'as les poils qui hérissent. Alors oui, bien sûr, on ne peut pas aimer tous les opéras et c'est normal. Mais quand tu t'intéresses un minimum à l'opéra, t'as réellement les poils qui hérissent. Bon, moi, ça m'a remis dans une période opéra où j'écoute beaucoup d'opéra du coup, mais franchement, ça fait longtemps que je n'en ai pas écouté et c'est toujours un kiff d'écouter. Et en plus, avec une bonne enceinte ou un bon casque avec une qualité sonore super bonne, c'est juste magique, c'est juste incroyable. Il faut se le dire. Et c'est ça l'opéra. Pour résumer, l'opéra, c'est du chant, mais c'est aussi du théâtre. C'est un show, c'est un spectacle. Et c'est un spectacle qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors oui, les concerts sont totalement différents, mais ça n'apportera jamais ce que l'opéra peut t'apporter. Mais malheureusement, il y a ce truc de classification de la musique. Alors oui, la musique, selon les styles musicaux, ont une origine. Ok, ils ont une histoire. Mais au-delà de ça, la musique est un art qui se partage, c'est un art qui se doit d'être écouté de tous et vraiment je vous conseille réellement d'écouter de l'opéra une fois dans votre vie, même si c'est juste en streaming, même si c'est juste sur Spotify ou sur YouTube, etc. Écoutez. Après, bien sûr, c'est compliqué d'écouter de l'opéra dans un théâtre parce que ça coûte trop cher. C'est vrai, c'est la réalité, il faut se le dire. Ça appartient à une classe sociale qui n'est pas accessible à tous et je trouve ça dommage. J'aimerais bien voir un jour, moi, de l'opéra qui soit accessible à une classe moyenne, à une classe populaire, juste pour qu'ils puissent découvrir ça un jour. Franchement, je kifferais voir ça. Et je l'espère qu'un jour, ça arrivera. Et si ça n'arrivera pas, on va mettre les moyens pour le faire nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout ça pour dire que l'opéra est bien remis à sa place et on voit vraiment ce que c'est. L'opéra et pas juste bien chanté de manière un petit peu excentrique et en plus de ça, qui est un style de musique obsolète, dépassé. Bon, on va tout de suite casser les codes pour les mangas terminés parce que ce n'est pas un manga. Alors on a fait du roman, on a fait du manga, on a fait du webtoon, mais on n'a encore jamais fait de la BD/comics. Et là, c'est ce qu'on va faire avec les éditions Kana parce que j'ai lu Le Chant de la Femme Cryptée, voilà, qui est une BD/comics. Je dirais plus comics que BD.
mais voilà, en tout cas je l'ai lu. Alors de quoi ça se parle très rapidement? On se retrouve tout simplement en Espagne en 2122, là où Azabache est une chanteuse de copla, mais aussi une extolarde. Le souci, c'est qu'elle va être mêlée dans un sacré bourbier. Tellement profond le bourbier que en fait c'est une histoire de meurtre, mais genre d'un meurtre en série qui va loin, très très loin. Même elle sait pas dans quoi elle est lancée. Bref, faut que Azabache trouve la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, etc. Encore une fois, faut lire Le Chant de la Femme Cryptée chez les éditions Kana. Oui, parce que Kana ne font pas que du manga. Ils ont fait notamment de la BD avec l'adaptation en BD de Captain Albator, de Captain Flamme, de Goldorak aussi, si je dis pas de bêtises. Donc allez voir un petit peu ce qu'ils font niveau BD. Bref, on va terminer par le chant à la fin, parce que ça porte le titre de chant quand même. Donc ça, on va en parler à la fin. Mais c'est vachement cool parce qu'on met en avant la culture hispanique / espagnole. Alors, je tiens à préciser, c'est un one-shot, du coup, on n'a pas le temps non plus de trop en parler de ça, mais malgré tout, on en parle quand même assez pour vraiment se rendre compte qu'on est bien en Espagne. Pour les dessins, parce qu'il faut que j'enchaîne sur les dessins, il y a quelque chose de vraiment sympa, c'est que, en fait, il y a une vibe un peu Mes parrains sont magiques. Vous voyez le dessin animé? C'est un peu la même vibe de tous ces dessins animés-là, et ça me dérange pas, je trouve ça plutôt agréable, je trouve ça plutôt chill, tu vois. Donc là-dessus, ça va pas tellement déranger. Ensuite, on est sur une enquête policière. Donc, clairement, les relations des personnages vont évoluer tout au long de l'enquête. Entre trahison, entre alliance, entre discussion, etc. Vraiment, on n'a pas de personnage qui est noir ou blanc, mais qui évolue, et vraiment des personnages nuancés, avec des relations qui sont nuancées également. Elles ne sont pas figées dans le temps, et c'est plutôt cool à lire. Maintenant, faut bien qu'on parle du côté très désagréable du manga. Rappelons-le, du manga, de la BD, rappelons-le, le titre, je le lis encore une fois, c'est Le Chant de la Femme Cryptée. Pourtant, concrètement, que tu mettes du chant, de l'art plastique, du bricolage ou que sais-je, c'est la même chose. Le chant est juste un prétexte pour mettre un contexte dans le manga, mais en vrai, le chant n'a pas de réel rôle. Il n'a pas de rôle concret dans le manga. On s'en fout qu'elle soit chanteuse. Elle est chanteuse, ok, mais en soi, ça n'apporte rien de fou. Alors, je suis médisant au début, oui, parce que c'est un point commun qu'elle a avec d'autres victimes, mais ça s'arrête là. Ça reste juste ça, le point commun, et franchement, encore une fois, je trouve ça vachement dommage, parce qu'on aurait pu vraiment faire un truc intéressant avec son côté chanteuse. Bon, j'ai terminé un nouveau manga, c'est un manga dont je vous ai déjà présenté pour le bilan lecture de printemps 2024, si je dis pas de bêtises, et c'est tout simplement A Town Wide Live. J'ai les tomes 20 à 27 parce que, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un manga qu'un ami très proche à moi que j'aime beaucoup m'a prêté. Coucou Alain, gros big up à toi, et merci encore une fois de me prêter ces mangas, même si du coup je te déteste beaucoup parce que j'ai adoré lire. Mais avant de vous dire un petit peu dans le détail ce que j'en pense, de quoi ça parle, on va tout simplement suivre l'histoire d'Haruto qui vit à Hiroshima, dans sa campagne, avec sa famille, ses amis, etc. Il a son train-train quotidien, mais tout va se briser, tout son train-train quotidien va se briser lorsque Yuzuki Eba va débarquer de Tokyo chez lui. Littéralement, la meuf va s'incruster chez lui pendant un temps indéterminé, et ils vont discuter, ils vont vivre ensemble, ils vont se disputer, etc., etc. Bref, un manga sur 27 tomes. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, si tu cherches un slice of life, plutôt romance, voire même rom-com, je crois qu'on est vachement plus sur une rom-com que sur une romance classique, vas-y. Sachant que on n'est pas comme la plupart des rom-com ou dans la plupart des slice of life, bloqué sur une période. Vous savez, généralement, on est bloqué sur collège uniquement, ou lycée, ou collège-lycée, ou seulement primaire, ou seulement université. Là, absolument pas. On va vraiment du plus jeune âge jusqu'à assez loin. Je vais pas vous dire jusqu'à quel âge, mais vraiment assez loin dans leur vie et dans leurs relations. D'ailleurs, du coup, on va les voir beaucoup évoluer, et cette évolution-là, bien sûr, va avec la vie, donc avec les relations qu'ils ont, amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, et bien sûr qu'elles soient saines ou toxiques. Mais il y a aussi certains moments de la vie qui va les impacter, l'abandon, les ruptures, la mort de certaines personnes, etc. Je vais pas vous en donner plus de détails parce que faut découvrir l'œuvre qui est tout simplement géniale, qui m'a vraiment beaucoup ému, qui m'a vraiment beaucoup frustré également, et qui m'a rendu aussi assez joyeux parce qu'on passe par différentes étapes émotionnelles, sentimentales tout au long
de l'œuvre. On va aussi mettre en avant la carrière professionnelle. Il y a une dualité qui s'oppose très régulièrement dans notre vie, déjà à nous, mais aussi dans la vie de nos personnages. Est-ce qu'il faut choisir une carrière professionnelle stable et qui apporte de l'argent, ou une carrière professionnelle qui n'est pas certaine? Elle peut être très aléatoire, mais elle va t'apporter bonheur, sérénité, elle va t'apporter beaucoup de bonnes choses, beaucoup de vibes positives. Et tout ça, ça va être mis en opposition très tôt. Vraiment, parce qu'on va déjà parler de rêves de métier plus tard, etc. dès le collège. Donc très très jeune, très très tôt. Et même chez nous, en soi, dès le collège, on te parle de ton orientation future. Enfin bref, là-dessus, le manga est vraiment génial et je le recommande. En plus de ça, on est vraiment surpris. Alors oui, on sait que quand tout se passe bien, il y a quelque chose qui va venir casser ce train-train bien tranquille du manga. Mais on est quand même surpris de certains événements. On sait qu'ils vont arriver à un moment ou à un autre. Au fond, on le sait que ça arrivera. Mais malgré tout, on reste très surpris et ça marche. Ça marche parce que du coup c'est génial, ça nous met pas dans une condition très monotone de lecture et c'est tout bonnement génial. Par contre, le bémol de l'œuvre, c'est le protagoniste. Pas parce que il est très maladroit, mais parce que justement on va se servir de sa maladroitesse pour amener un running gag qui revient très 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 souvent. Et ce même running gag, à certains moments il est drôle, à d'autres non, mais ça casse un petit peu parfois le rythme de l'œuvre parce que c'est du vu et du revu et c'est vachement dommage, ça a tendance un petit peu à être relou, mais bon, tout ne peut pas être parfait. Bref, c'est vraiment un manga que je vous conseille de lire. Heureusement que j'ai le tome 20 à 27 puisque je peux vous montrer la couverture du tome 20. Il y a certaines covers que je peux pas vous montrer, mais voilà, vraiment le manga est génial. Encore une fois, je vous conseille de voir le manga. Je vais tenter l'anime, mais l'anime on m'a dit qu'il était beaucoup moins bien, donc on verra ce que je vais faire, si je vais le voir ou pas. Ok, donc là pour le coup j'ai terminé un manga. C'est un manga que j'avais prévu de vous en parler, c'était un manga que j'avais prévu d'acheter. J'attendais juste d'avoir l'intégrale pour vous en parler et de tout lire d'un coup. Parce que c'est vraiment un manga court, en 4 tomes, qui me faisait beaucoup de l'œil. Et c'est tout simplement The Sounds of My Soul de chez Akata. Voilà. Alors, avant que je vous donne mon avis, qui est vraiment très complet là-dessus, de quoi ça parle? Alors, on va tout simplement suivre l'histoire de Mizuki, qui est un jeune garçon qui a une maladie. Une maladie, je vais vous dire ça exactement, c'est une hypoplasie cérébrale. Et en gros, ça va lui causer des paralysies partielles, surtout au niveau des jambes. Clairement, c'est un handicap. Clairement, c'est une personne avec un handicap et il va se réfugier dans une seule passion, le violon. Il a essayé plein d'instruments de musique, mais le seul qui lui plaît vraiment, c'est tout simplement le violon. Et il va vouloir devenir malgré tout violon professionnel. Le problème, c'est que pour ça, il va falloir qu'il affronte la réalité et le validisme des gens, parce que les gens valides ne vont pas forcément bien l'accueillir. Ok, donc maintenant qu'on a mis ça en place, qu'est-ce que j'en pense? Alors, faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré d'un musicien professionnel japonais, je crois qu'il a le même nom en plus que le protagoniste, donc Mizuki Shikimachi. Vous pouvez le retrouver sur Spotify. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment un artiste hyper connu au Japon, donc il n'y a pas de galère. Allez découvrir ce qu'il fait. J'ai écouté un petit peu ce qu'il fait, c'est juste magnifique. On va découper tout ça en deux. Il y a la partie handicap, il y a la partie musicale, même si les deux sont un petit peu liés. Mais très clairement, on va se poser de questions sur plein de points au niveau de l'handicap, notamment par rapport à qu'est-ce que vit une personne handicapée, les différentes discriminations qu'il va connaître, le harcèlement qu'il va connaître, mais aussi les oppositions entre une personne valide et une personne invalide, que ce soit Mizuki ou d'autres personnes handicapées, parce qu'on va connaître aussi d'autres personnes qui ont des handicaps. Et justement, en fait, on va opposer leur vécu, on va opposer leur vision de la vie, on va opposer tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils vivent en fait. Vraiment, on va les comparer à longueur de temps et c'est vraiment très touchant parce que on voit les difficultés à laquelle il fait face à cause de son handicap, que ce soit dans le milieu social ou dans sa santé en fait, tout simplement, parce que malheureusement un handicap ça ne se guérit pas, on vit avec et on ne peut pas faire mieux. On va aussi montrer certaines choses, on va montrer notamment la difficulté des gens qui entourent la personne handicapée, parce que ces personnes-là sont généralement des personnes valides, sont généralement des personnes qui n'ont pas connu de handicap ou de personnes handicapées et qui du coup vont devoir se déconstruire. Parce que quand tu as pris une routine de vie pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, le jour où tu as une personne handicapée qui arrive, toute ta routine de vie
va littéralement s'effondrer et ta vie va tourner autour de cette personne handicapée quand tu es une personne lambda qui aime ton proche, parce que malgré qu'il soit handicapé, ça ne change rien en termes d'amour que tu peux lui apporter. Et du coup, on voit ces difficultés-là, on voit à quel point la daronne galère. Enfin, franchement, c'est hyper touchant, c'est hyper bouleversant. Et bien sûr, il faut une source d'espoir. Et pour Mizuki, c'est la musique, c'est le violon, c'est sa source d'espoir, c'est son rayon de soleil. Et pareil, on va voir les confrontations parce que malgré tout, il ne peut pas jouer du violon comme tout le monde. Malgré tout, il a des difficultés lorsqu'il joue du violon. Et on le voit, même s'il galère, même si c'est compliqué pour lui, on le voit se battre tout au long de l'œuvre. Et c'est juste, encore une fois, trop beau. Enfin, j'ai vraiment adoré le manga. Et puis en plus, il va faire des concours directement. Vraiment, on nous introduit le manga comme ça. Le mec, il gagne un concours, mais on lui retire son titre parce qu'il est handicapé. Enfin, je sais pas à quel point on se rend compte de l'impact qu'a l'handicap sur une personne, mais ça peut aller vraiment très loin. C'est totalement absurde. Il a justement le niveau pour gagner le concours, mais on retire son titre parce qu'il est handicapé. On va mettre aussi en avant la communication via la musique, parce que certes, la musique, c'est des sons, mais avant d'être des sons, c'est une vibration. Enfin, la définition même d'un son, c'est une vibration. Et la vibration, ça se ressent. Mizuki va jouer là-dessus pour créer sa musique, pour faire de la musique, parce qu'il veut vraiment s'adresser à tout le monde. Personne handicapée ou non, personne valide ou non, personne sourd ou non, personne qui entend ou non. Bref, il veut vraiment atteindre tout le monde et il va devoir jouer sur les vibrations pour que tout le monde soit atteint, pour que tout le monde puisse ressentir ce qu'il veut raconter avec son violon. Mais bien sûr, pour ça, il faut un niveau de violon conséquent, parce que ça se fait pas comme ça. Et le manga va justement mettre en avant l'apprentissage musical, l'apprentissage du violon, dans le sens où c'est un apprentissage qui va pour tous les instruments, mais il y a l'apprentissage de partitions, par les partitions. Donc on a une partition, on la lit, on joue grâce à ça, etc. Est-ce que je vous montrerai pas une partition, par exemple une partition d'alto, donc de violon alto? J'en ai peut-être une juste ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, par exemple, ça c'est un des derniers bouquins que j'ai acheté. J'ai 2 bouquins de partitions, et ça c'est un des derniers que j'ai acheté. Globalement, une partition d'alto, ça ressemble à ça. C'est pareil pour tous les instruments. Donc il y a les portées, il y a la clé très importante qui va justement t'indiquer quelle note c'est dans la portée avec les différents rythmes, etc. Bon, c'est une partition basico-basique, mais voilà, on s'éparpille, mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer. Il y a aussi l'apprentissage par l'oreille, et c'est ce que va faire Mizuki. Il va lui apprendre en lisant des partitions, mais grâce à l'oreille. Donc en gros, tu écoutes une musique et tu essayes de la reproduire à l'oreille pour pouvoir la jouer, tout simplement. La composition musicale, donc écrire une musique, composer une musique, enfin bref, il y a plein de points sur l'apprentissage musical qui est juste génial et super intéressant à voir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur le manga? Rien. Le manga est juste magnifique en termes d'émotion. Je vous le dis, c'est un des rares mangas qui m'a vraiment bouleversé à ce point-là. Je le conseille vraiment à tout le monde, mais vraiment tout le monde sans exception. Il faut lire ce manga au moins une fois dans sa vie. Et puis même les dessins en vrai sont juste trop beaux. Je prends une planche au hasard, mais enfin voilà, c'est juste rien à dire. Le manga est magnifique, j'ai chialé en le lisant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, j'ai chialé. Je chiale jamais, mais ça m'a mis les larmes aux yeux. Et quand ça me met les larmes aux yeux, c'est quand même que vraiment ça me touche énormément. J'en suis sûr qu'il y en a qui chialeraient en lisant ça. Encore une fois, je le redis, mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau comme manga. Et en plus, ça parle de handicap. Donc, ça a totalement sa place en lecture pédagogique. Voilà. Si je regarde les mots-clés, il y a 3 mots-clés derrière, c'est handicap, musique et solidarité. Ça résume parfaitement le manga, concrètement, et même les covers sont magnifiques. Enfin, non mais lisez, juste lisez. Vous voyez à quel point je suis touché, même en parlant, je perds mes mots. Enfin, je pourrais relire le manga une 2e fois très facilement, et une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, très facilement. Vraiment, c'est une lecture qui vaut totalement le détour. Bon, clairement, j'ai terminé un nouveau manga. J'ai l'impression de terminer pas mal de mangas les derniers temps. Et il y en a encore quelques-uns qui m'attendent qu'il faut que je termine. Mais bref, j'ai terminé du coup Horizon. Alors, pour vous faire très rapide, Horizon, on va tout simplement suivre 2 gamins devenus orphelins de guerre et qui vont se rencontrer par pur hasard et vont essayer d'avancer pour trouver leur coin de paradis
dans cet enfer qui est devenu la Terre à cause du chaos de la guerre. C'est un manga en 3 tomes, c'est un manga bouleversant, c'est un manga angoissant, stressant, qui te met très mal à l'aise. Et c'est là où est le point fort du manga parce que tout va participer à cette angoisse, tout va participer à ce malaise, tout va participer pour que tu ne te sentes pas bien quand tu lis le manga. Et c'est vraiment le point fort de Horizon. Je vous le conseille pour ça et les personnages y participent, et on va revenir sur les personnages, mais le dialogue va y participer. Justement, quand il est présent, ça participe à l'angoisse, et ce qui est dans la plupart du manga, le manque de dialogue participe à l'angoisse. Vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de parole, le fait que personne ne parle, ça participe à un sentiment d'angoisse qui est juste génial dans ce genre de manga et qui vraiment participe au propos du manga. Enfin, typiquement, je vais essayer de vous trouver une planche qui vraiment participe à toute l'angoisse de l'œuvre, tout l'univers, toute l'ambiance de l'œuvre. Il faut que je vous trouve un truc vraiment pas mal, un truc vraiment qui montre ça. Voilà. Vous n'avez pas de contexte, mais c'est le genre de planche qu'on peut très régulièrement avoir avec ce manga. Une autre planche, vraiment c'est que des planches comme ça et c'est juste génial. Et d'ailleurs on ne donne aucun prénom, personne dans ce manga a un prénom et c'est normal, c'est fait exprès dans le sens où si on donne des prénoms aux personnages, ça sera plus compliqué à s'immerger dans l'œuvre. Alors je dis pas que c'est pas faisable, mais je dis que c'est plus compliqué. Alors que si on ne donne pas de prénom, ça peut être des petits garçons et des petites filles lambda, ça peut être n'importe qui, ça peut être tout le monde et personne à la fois. Et dans le contexte mondial actuel, ça a encore plus d'impact. Parce qu'on le voit que ça peut réellement toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et donc on va remettre en question la vie, la place de la vie, la valeur de la vie, qui mérite de vivre, qui mérite de mourir, le but de la vie, l'objectif d'une vie, enfin, tout ça, ça sera remis en question. On va pas te laisser passif lorsque tu lis. Vraiment, tu te poses vraiment des questions et tu es actif. Même les planches où il n'y a pas de texte, tu vas penser, tu vas réfléchir, tu vas être actif, vraiment, pour le coup. Et en plus de ça, qui dit guerre dit de l'espoir. Oui et non. Alors, justement, là où c'est super intéressant, c'est que tu vis les événements du manga, etc. Et plus ça avance, plus tu te dis, bon, ils vont quand même avoir un petit peu d'espoir, ça va pas être un manga sans aucun espoir et tout, mais à chaque fois que tu as un minimum d'espoir, on te le casse en deux. Vraiment, on te défonce tout espoir dans ce manga. Et même toi, en tant que lecteur, tu vas devoir te confronter à ça. C'est très perturbant, mais c'est très vrai, en fait, parce que, en période de guerre, faut pas espérer que ça soit positif. Malheureusement, tu es très souvent dans le noir, dans le flou de qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tes proches vont devenir, etc. Là-dessus, c'est vraiment génial et je vous conseille de le lire. Il n'y a que 3 tomes, donc foncez et n'hésitez pas. Bon, j'ai terminé le premier webtoon de ces vidéos-là, tout simplement. Donc, ce que leur a laissé Melvin. Globalement, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Cheryl, la princesse du château de Neuss. Elle vivait tranquillement sa vie et elle devait notamment célébrer le couronnement de son frère, Melvin. Le souci, c'est que son oncle, ce soir-là, décide de tout simplement trahir le château de Neuss. Et en faisant ça, il va tuer Melvin, le grand frère de Cheryl, mais aussi, encore une fois, l'héritier du château. Pour éviter tout danger, bien sûr, qu'est-ce qu'il va décider son oncle? C'est aussi d'essayer de buter Cheryl. Heureusement, Félix, le seigneur du château de Blair et surtout le meilleur ami de Melvin, va tout simplement sauver Cheryl, en l'emmenant déjà de une dans son château, mais aussi en l'épousant. C'est ainsi que Cheryl, via un mariage arrangé, un mariage blanc, va devenir la nouvelle femme du château de Blair et va devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très clairement, on va pas se mentir, sur le premier sujet le plus important, l'écartage entre Cheryl et Félix. Parce que oui, Félix, je crois qu'il a la vingtaine, Cheryl n'en a que 14. Donc oui, très régulièrement, on voit Cheryl admirative envers Félix. Mais cette admiration est trop souvent ambigu avec des sentiments amoureux, que ce soit de la part de Félix ou de Cheryl. Donc ça,
C'est le premier point problématique. Parce que oui, même si une fois majeure, elle assume pleinement, et lui aussi d'ailleurs, leurs sentiments amoureux, pendant les 4 ans qui séparent ces deux moments, donc le moment où ils se marient et le moment où Cheryl est majeure, c'est beaucoup trop ambigu. C'est beaucoup trop flou, on sait pas réellement si c'est de l'admiration, si c'est des sentiments amoureux, parfois les deux, parfois qu'un seul des deux. Enfin bref, ça reste beaucoup trop ambigu, beaucoup trop souvent. Maintenant, une fois ça évoqué, et c'est l'élément le plus important, je tiens à le préciser, ne me faites pas dire que j'ai pas dit, faut que j'arrête mes voix bizarres. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais Cheryl reste un personnage très intéressant parce que on est loin d'une princesse qui se laisse faire. C'est une princesse qui va nourrir un sentiment de vengeance. C'est une princesse qui va vouloir se venger. Et ça, c'est très important. Parce que même si au début, elle est très dépendante du château de Blair et notamment de Félix, elle va vouloir s'émanciper. Elle va s'émanciper et elle va devenir de plus en plus indépendante. Et ça, c'est très important pour la suite parce que du coup, elle ne compte pas sur son mari, un homme surtout, pour faire avancer sa situation. Elle va tout faire en sorte pour elle-même s'en sortir de tout ça. Et donc notamment de se venger de son oncle. Donc ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement important dans l'œuvre. Mais ce qui m'a réellement plu, c'est rien de tout ça. Ni le fond, ni le truc machin et tout. C'est vraiment le format. Parce qu'il y a une espèce d'ambiance chill, une espèce d'ambiance apaisante, une espèce d'ambiance qui est reposante, tu vois, dans le style de dessin et dans la façon où ça a été fait, tu vois, dans la colorimétrie, etc. Et c'est vachement plaisant, parce que, rappelons-le, le thème principal reste la vengeance. C'est un thème très sombre, mais le format nous apporte un thème très lumineux. On a un univers très ensoleillé, très lumineux, très apaisant, très reposant, qui est tout le contraire de ce que nous apporte justement le thème principal. Mais je tiens à le repréciser, l'âge gape, donc l'écart d'âge, n'est pas à négliger. C'est vraiment le plus gros problème de ce webtoon. Et c'est vachement dommage parce que il aurait pu être intéressant, et il est intéressant en soi, mais ça aurait été meilleur si on avait 2 personnes majeures là-dedans, ou 2 personnes mineures. Ça aurait pu être 2 héritiers qui, par la force des choses, se retrouvent à se marier parce que il y a X et Y raisons, et on va les voir grandir ensemble. Ça aurait pu être très intéressant. Là, on a un personnage, notamment une nana mineure et un pélo majeur. C'est vachement dommage, faut se le dire. Ça aurait pu être bien meilleur. Bon, c'est ainsi que se termine le bilan lecture d'automne, voilà. Donc avec un petit peu tous les mangas. Le dernier, bien sûr, de l'année, parce que l'automne, bien sûr, est la dernière saison de l'année. On va attaquer le bilan lecture d'hiver 2025, donc le premier de l'année. Et bien sûr, dans 2 semaines, il y aura le top manga 2024, donc le top découverte et le top de manga que j'ai terminé. Donc n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre Avonco la family et activer la cloche de notification pour être prévenu dès que la vidéo sortira, et tu verras quel est le meilleur manga de cette année 2024. Enfin, vu du coup elle est terminée, l'année 2024, enfin bref. Un détail. N'hésite pas également à partager la vidéo à un pote à toi pour qu'il puisse découvrir des mangas, et n'hésite pas aussi à me dire quel manga tu voudrais que je découvre pour en parler ensuite dans mes vidéos, tout simplement. N'hésite pas à check le lien dans la bio parce que c'est là où il y a l'intégralité de mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, podcast aussi, Spotify, etc., etc. Donc va check. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brookistes.